très vite, je suis réalisatrice de documentaires depuis 30 ans pour Arte, essentiellement. Mais mes films vont au-delà d'Arte. Et d'ailleurs, hier, il y avait une table ronde par rapport aux documentaires sur Netflix. Et bon, j'en ai un dessus, donc ça fait un peu désordre. Mais voilà, ce que j'aime, c'est faire des films. Je suis pionnière en documentaire, en animation. Je pense avoir fait le premier en France. Et ensuite, c'est devenu une technique habituelle. Et donc, la manipulation par l'image, comment traiter des sujets avec des sources très variées. J'ai fait ça toute ma vie. Et j'aime bien montrer ce que ça implique ensuite. J'aime bien démonter les films, pas seulement les faire, mais les démonter. Donc, là, aujourd'hui, c'est pour vous montrer l'impact qu'a, entre autres, mon travail, mais le travail de tous les documentaristes qui existent depuis, on va dire que le premier film, c'est Sortie d'usine à Lyon, des frères Lumière. On peut considérer que c'est le premier pseudo-docu de l'histoire. Et on a tous contribué à donner une certaine image de la science. On est les fruits de notre époque. Et cette influence, elle a des effets et des contre-effets. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, en espérant que ça suive là. Alors, au commencement, en fait, du cinéma, et même du documentaire, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui crée le cinéma. C'est le désir d'un médecin, Étienne Jules Marais, un physiologiste, de comprendre ce qu'est le mouvement, la locomotion animale, humaine, qui l'a amené à inventer le chronophotographe. Pour lui, c'est un appareil comme un thermomètre. Il s'agit de découper, de comprendre comment se déplacent les humains, comment bougent toutes choses, les libellules, les gaz, tout. Là, c'est lui en train de faire grimper et descendre un caniche pour comprendre comment un chien monte et descend des escaliers. Il s'est intéressé à des images assez célèbres. C'est le premier qui veut comprendre comment un chat se retourne. Et une fois qu'il était content avec le chat, il a testé sur d'autres bêtes. Avec un succès. Voilà, j'aurais pas aimé être le lapin. Il appelle ça retournement vertical, oui, c'est un concept. Et ensuite, il s'est intéressé au galop. Et le galop du cheval, il se trouve qu'il y a, à partir du moment où il s'y intéresse, il va y avoir controverse. Parce que pour la première fois, on a une image qui dit de quoi il retourne quand un cheval galope. Là, vous les voyez. Simplement, les peintres, eux, le voient comme ça. Et quand Étienne Jules Marais montre ces images, on lui dit que sa caméra doit dysfonctionner, que ce n'est pas possible. Et c'est le premier rapport à l'image. Et pareil, les sportifs, à qui on enseigne comment faire un geste correct, disent « ce n'est pas possible que ce soit ça le geste que je fais, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné, la caméra a un défaut ». Donc au départ, l'image ne fait pas preuve tout de suite. On la comprend comme un artefact dysfonctionnant. Cela dit, très vite, comme c'est utilisé en foire, etc., ça va prendre. Et à partir de là, il y a un premier tour de passe-passe dans le regard cinématographique, dans ce que le cinéma permet aux spectateurs de voir. C'est-à-dire que le premier tour de passe-passe, c'est de dire ce que voit la caméra, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. Or déjà, c'est faux, parce que notre vue, sur le côté, là, c'est jamais net. Tout simplement ça. Net, là, ça doit être très rare, alors c'est des exceptions, vraiment. En tout cas, ce n'est certainement pas la majorité du genre, comme dirait le président. D'accord. Ils ont une vue parfaite. Parfaite jusqu'à l'extrémité du champ de vision. Ah oui, mais je pense que c'est quand même flou en bout de course du fait tout simplement de la forme de l'œil. Mais je suis prête à en discuter. En tout cas, cette idée que le cinéma retransmette quelque chose de la vision humaine, en revanche, est juste, mais autrement. Non pas physiologiquement au niveau des globes oculaires, mais au niveau de ce que Lionel Nakache appelle le cinéma intérieur, c'est-à-dire le fait que la cadence,
la scansione, le rythme, le taux d'échantillonnage avec lequel nous prenons conscience de ce que nous voyons, notre vue est continue. Mais notre cerveau scanne, accède à notre conscience, en fait, à un rythme d'à peu près 13 images par seconde. C'est-à-dire le rythme avec lequel le cinéma a démarré. C'est une moyenne, 13 images par seconde, mais nous, on voit en cinéma, quand on fait par exemple de l'animation, où on essaie de réduire le nombre de dessins, surtout quand elle est faite à la main, parce qu'à 25 dessins secondes, ça vous fait des dizaines de milliers de dessins à faire. On voit qu'en dessous de 8 images secondes, ça va vraiment plus. 10 images secondes, on trouve que c'est artisanal, et idéalement, on commence au-dessus de 12. Donc, il y avait une intuition de ce côté-là qui était juste. Et aujourd'hui, donc, vous le savez sûrement, on est en standard, on est en 24 images secondes. Après, on peut doubler pour pouvoir faire ensuite des ralentis corrects. Et ce que cette notion de cinéma, ce que Nakache appelle cette notion de cinéma intérieur, mais cette adéquation entre ce que le cinéma va montrer et très rapidement ce à quoi nous allons nous faire et interpréter comme la réalité, prend aussi parce que nous sommes à une époque de bascule en fait épistémique. On est au tournant du 19e au 20e siècle et on va avoir 4 phénomènes qui convergent. Tout d'abord, une société de la monstration. On montre, on veut voir. C'est les zoos, c'est les ménageries. C'est l'ère avec la photographie aussi. De la monstration, on va passer carrément à la visibilité. C'est-à-dire non seulement montrer aux zoos, mais pouvoir photographier. Ça, ce sont les expositions universelles. Pareil, il faut voir, montrer, reproduire. C'est aussi, là c'est l'exposition universelle de 1900, là c'est aussi l'époque de la vulgarisation, c'est-à-dire le moment où les scientifiques vont ouvrir au plus grand nombre leur savoir, leur connaissance, par des gazettes, des journaux scientifiques. Scientific American est le premier. En France, c'était Science et Nature, qui a duré très longtemps jusqu'à ce qu'il devienne La Recherche. Et c'est l'idée de transmettre la connaissance des érudits aux masses. On a également une autre bascule épistémique, c'est-à-dire le pouvoir change de référence. Exit la religion. Désormais, c'est la science qui va fournir au monde politique l'essentiel des explications. Et là, on a Faraday donnant une conférence dans laquelle assiste notamment le chancelier de l'Échiquier, qui le finançait, il voulait voir ce qu'il fichait exactement avec son argent. Et pas de bol, c'est au moment où on a la preuve par excellence visuelle qui permet d'être un saint Thomas sans être un hérétique, de dire c'est vrai puisque je le vois. C'est le moment où la recherche scientifique, elle bascule dans l'invisible pour le plus grand nombre des recherches de pointe. C'est le moment aussi où elle se distingue, où elle se détache définitivement de la philosophie, mais aussi où chaque branche va se faire son propre cheminement. Et il y a clairement des types de recherche, la chimie, la physique, qui deviennent pour le grand public quelque chose qu'il est très difficile de montrer. Ce n'est pas filmable en réalité la physique. Et la chimie, guère. Une fois qu'on a montré 2 fois le truc de couleur, je peux vous dire, je l'ai fait plein de fois, on est un peu emmerdé. C'est aride, c'est inappétant en fait. Et quand je dis que c'est moche, je veux vous montrer par rapport à quoi. Parce que dans l'imaginaire de la science, juste avant, on a quelque chose de très coloré, de très joli. Les cabinets de curiosité qui, encore aujourd'hui, font fureur. Tout ce monde disparate, cette accumulation de choses à voir qui a fait le succès à une époque. Et puis, c'était la chimie qu'on pouvait montrer du doigt, vous voyez, dans un salon. On pouvait montrer la chimie, on pouvait montrer le gaz. On pouvait montrer aussi la physique en amphithéâtre. Et puis d'un coup, on bascule dans quelque chose de, de moins globe, de moins sexy. Alors eux, ils s'en tirent mieux. Les biologistes vont s'en tirer parce que très vite, Marais voit l'intérêt
de filmer l'image microscopique. Et ça, c'est tout de suite. Hein. Malgré tout, c'est inappétant. Et quand on regarde ça, on comprend le désespoir de Curie. C'est sale, c'est froid, c'est moche. Il n'y a pas grand-chose à filmer. Oui, mais vraiment, ils me font de la peine, quoi. Donc là, c'est les physiciens. Et il faut dire aussi que pour nous qui filmons, imaginez de passer d'un objet artisanal, élégant, matière noble, etc., à un truc, en plus, on ne comprend pas, et qui est... voilà. Et alors, au son, un plaisir. Un plaisir au son aussi. C'est Glenn Seaborg, prix Nobel de chimie, au cas où. Et puis là, on est à ISPRA, réacteur de recherche. Ben, il faut carrément faire semblant de faire quelque chose. Hein. Parce que, pour l'image... Non, mais vraiment, j'ai discuté avec les pionniers de l'ORNL. Il fallait faire semblant, parce que tout ce qui est programmation de la console, etc., tout ça a été fait en amont. Donc, quand arrive la presse, ouais, ben, notez des choses. Oui, ben, je note, vous voyez, ils notent. Voilà. Et ça ne suffira pas. Ils ont essayé. Ils ont essayé, mais non, ça ne suffit pas à rendre la science sexy. Et en plus d'être invisible, inappétente, en plus, une partie va être carrément cachée pour des raisons militaires. Et quand vous associez invisible, moche, caché, ça complique réellement la visibilité. Moi, j'adore imaginer ce qu'on a demandé au pauvre Glenn Seaborg quand les caméras ont débarqué chez lui, du genre, faites un truc avec le tableau, là. Vous voyez le truc où il y a des lettres? Je connais les dialogues, hein, quasiment c'est ça, quoi. Or, c'est problématique parce que c'est aussi l'époque où la recherche scientifique cesse d'être l'affaire de quelques aristocrates qui ont les moyens de la faire chez eux et devient massivement une affaire d'État, d'instituts publics ou semi-publics, mais en tout cas là où il va falloir justifier des fonds. Et pour justifier des fonds, à une époque où tout exige visibilité, ben, il faut de l'image appétante. Et là, je vais essayer de retrouver... Voilà. Il faut... Là, c'est à l'ORNL. Ça, c'est Alvin Weinberg, qui est le père, en termes de licence, des réacteurs nucléaires actuels et un grand défenseur des réacteurs à sel fondu, qui essaye de convaincre Kennedy du fait que c'est un bon investissement pour l'État américain de poursuivre la recherche sur d'autres réacteurs que celui qu'il a déjà mis au point, en fait. Et ce que dit Weinberg à ce moment-là, c'est « Dans le débat sur le choix scientifique, nous demandons à la science, peut-être pour la première fois à grande échelle, non pas « cette science est-elle vraie ?» et « ajoute-t-elle à la connaissance de l'homme ?» mais plutôt « cette science vaut-elle qu'on y investisse plus que dans une autre ?» D'où vraiment le problème d'être visible. Et je vais vous faire écouter... Voilà, Karlsruhe, là, on était en 2014-15. Many actinide materials lie at the brink of instabilities where unexpected quantum states of matter appears. This is where new physics await to be discovered, and this is where surprises may occur that in the future could bring to application that we do not yet foresee, but that in the future could produce something that could be taxed. As Faraday said to the Chancellor of the Czechia, talking about the use of his research on electrical phenomena. Et là, vous voyez que 60 ans après, au GRC, il continue à avoir le problème. Et s'il y avait, je ne sais pas rembobiner malheureusement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si vous avez vu le dispositif de lumière, de tout ça autour du spectromètre de masse, parce que sinon, mais c'est moche. C'est moche. Et une fois qu'on a vu ce tube-là en métal tout gris et tout, où il ne se passe rien, d'un point de vue extérieur, je parle toujours avec un œil de que va voir mon public qui n'y connaît rien, que va voir le commissaire européen
qui va se dire, mais pourquoi j'ai mis 1 million là-dedans? C'est ça les questions, quand réellement, si, croyez-moi, c'est mon métier, si. Et c'est pas pour rien que tous les laboratoires de recherche essayent d'avoir des films, des photos, où on essaye de dire, non, mais il se passe réellement des choses. Et c'est difficile, là, je m'étais amusée, de convaincre, parce que Alvin Weinberg l'a essayé de convaincre Ford, n'avait pas réussi. Et si vous échouez, ben vous disparaissez. Et c'est ce qui est arrivé à Alvin Weinberg, pour plein de raisons, mais surtout parce que son laboratoire, contrairement aux autres laboratoires américains, n'avait pas réussi à avoir la visibilité politique auprès des sénateurs, des gouverneurs, que Idaho, que les autres avaient pu avoir. Et lui, il a été remercié. Donc, les institutions scientifiques se mettent progressivement au diapason de l'image que médias et politiques attendent de la science. C'est-à-dire, je reprends mes papiers, excusez-moi, que je vois où j'en suis, j'ai un peu de bordel. C'est-à-dire le fait de créer un storytelling, d'avoir une science visible, une science séduisante, une science c'est pas sorcier, easy thinking, qu'on va pouvoir faire comprendre, ou en tout cas faire passer le plus largement possible. Une science aussi plutôt sûre d'elle-même. Et je vais vous montrer ensuite pourquoi. Mais la première étape, c'est le storytelling. Et là, c'est Cheesmite. Le storytelling, c'est une façon de rendre justement appétante la science. On peut considérer que ça, c'est le premier documentaire scientifique. C'est 1903. Et c'est la prise de vue des acariens du Stilton. Et les prises de vue que vous avez vues avant, qui étaient donc ces mêmes acariens, regardez comment elles vont être mises en scène. Vous avez un monsieur bien british qui se fait sa petite tartine. Voilà. Il y a la loupe. Et puis d'un coup, la curiosité. Ah, eh ben, je suis désolée. Je l'ai mal coupé. C'était la nuit. En fait, on le voyait tout simplement regarder dans sa loupe la tartine et faire un geste totalement d'horreur en découvrant qu'il a des acariens sur sa tartine. Je suis désolée de ne pas pouvoir avoir mon accès sur mon ordi où j'aurais tiré immédiatement. Je suis désolée. Les acariens en question sont visibles à l'œil nu. Pour les pilotes, je suppose. Je vois bien sur la mimolette les espèces de petits dépôts, mais de là... voilà. D'accord. Ben, j'ai jamais eu l'honneur de les rencontrer. Mais en tout cas, c'est une mise en scène. Et l'image que vous avez vue avant des acariens, c'était la suite, en fait, du film. Et quand là, je mets... Et pourtant, nous tournons parce qu'on va demander finalement aux médias, à ces documentaires, d'épouser une conception positiviste de la science, des énoncés structurés de façon logique, testables, vérifiables empiriquement par l'observation de la réalité, une connaissance indépendante du statut culturel du chercheur. On doit pouvoir remplacer les chercheurs et obtenir les mêmes résultats. Et le documentaire, l'image, est censée rendre ça. Sauf que le documentaire, même scientifique, c'est du cinéma. Mon métier, c'est le cinéma. C'est pas la science, jamais de la vie. Et en plus, le médium lui-même ne peut pas répondre à cette exigence scientifique. C'est pas qu'on ne veuille pas, c'est consubstantiel au cinéma. Et pas parce que c'est l'art de l'émotion ou de la métaphore, qu'évidemment l'émotion et la métaphore ne demandent pas, sont pas réfutables en fait. Donc, mais c'est parce que, alors que je le mette dans le bon ordre, c'est parce que tout d'abord, pour quelque chose qui est censé être la preuve de la preuve scientifique, nous passons notre temps à nous cacher. Là, exceptionnellement, on a à l'image une prise de son seul raccord ambiance. Évidemment, les gens, quand on demande de ne pas faire de bruit, ils ne résistent pas, ils piquent un fou rire. Mais on doit cacher, on doit masquer non seulement le dispositif filmique, ne pas montrer
ce que nous sommes là. Il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire entre le spectateur et le scientifique. Nous devons disparaître pour que le spectateur ait l'accès en primeur à ce qu'il voit. S'il y a un intermédiaire, alors peut-être il n'est pas, lui, le témoin de la science en train de se faire. Donc nous devons nous reculer, disparaître, mais aussi nous cachons autre chose. Nous cachons par exemple le fait que, franchement, les labos, c'est rarement sexy, comme je vous le disais, donc on va les transformer. Les couleurs pisseuses, les appareils qui font chier, les systèmes de surveillance, on change toute la lumière, et surtout dans le nucléaire, c'est un enfer, on change la lumière pour que ce soit enfin clean. Et là, d'un coup, quand les chercheurs voient leur truc, ils demandent est-ce qu'on peut avoir le même à la maison? Pas du tout, c'est à la prise de vue. Vous avez vu, on a mis des grands panneaux en tissu blanc pour masquer tout ce qui, un, n'appartenait pas au sujet, deux, dans un endroit nucléaire, en plus, il y a des trucs qu'on ne doit pas filmer, mais là, surtout, on fait quelque chose de clean. On a une image de la science propre sur elle, Armani, quoi, classe. Si, ça existe. Et ensuite, et oui, nous ne sommes pas dans le réel, nous sommes dans la vraisemblance. Nous ne sommes pas un art de la vérité, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes même pas un art de la réalité, ça n'a toujours aucun sens pour nous. Nous restituons le réel, c'est-à-dire notre interprétation de ce à quoi nous avons assisté. C'est très, très subjectif. Mais c'est aussi, du coup, l'art de l'erreur d'attribution. Alors, je vais vous faire juste écouter ça. N'importe qui a un sage pour un. Le coupable n'est peut-être pas très loin. Alors, c'est un morceau très court parce que pour avoir Columbo, faut se battre sur Internet. C'est une citation très courte. Mais ce que je voulais que vous attirer votre attention, c'est que vous n'avez pas entendu Peter Falk. Vous n'avez pas entendu non plus Serge Sauvion, sa voix française. Vous avez entendu des enceintes. C'est ça que vous avez entendu. Mais notre cerveau va attribuer le son qui sort des enceintes à l'image d'un mec qui a été filmé. Et si ça tombe, c'est même pas sa voix. Si ça tombe, c'est même pas lui qui a parlé. En dessous, il y avait la voix de Columbo, de Peter Falk. Et donc, on n'a pas entendu Columbo, on n'a pas entendu Peter Falk, on n'a pas entendu Serge Sauvion, on a entendu des enceintes de je ne sais quelle marque. Et cette erreur d'attribution, elle est systématique, c'est notre outil de travail, en fait, l'erreur d'attribution. Nous travaillons avec l'erreur d'attribution. Et je passe à la suite, c'est quoi l'erreur d'attribution? Oui. Ah oui, alors, un des éléments que vous allez reconnaître dans l'erreur d'attribution, ça fait partie de l'erreur d'attribution, c'est le principe du hors-champ. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous entendez. Parce qu'en réalité, l'ouïe prime sur la vue. Dans notre rapport immédiat, l'ouïe prime. Parce que tout simplement, elle demande moins de travail, en fait, de computation neuronale, et elle va l'emporter sur la vue. Et c'est le principe du hors-champ sonore. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Allons. Vous n'avez pas vu l'eau, vous n'avez même pas vu si c'est un bateau, si c'est quoi que ce soit, mais dans la tête de tout le monde, il est tombé à la Seine. Et c'est devenu tellement une évidence pour nous, désormais, le hors-champ, que notre cerveau est tellement habitué, au bout de plus de 100 ans de cinéma, qu'on peut en jouer. Johnny English. Si vous aviez vraiment voulu me tuer, vous l'auriez déjà fait. Au plaisir de vous revoir. Voilà. C'est juste pour montrer à quel point c'est rentré dans nos habitudes, que ça fonctionne comme ça. Et
le plus important, c'est que le cinéma fonctionne par déduction et par corrélation, et absolument pas causalité. Nous sommes l'art de la corrélation que nous créons dans l'esprit du spectateur. Comment voulez-vous qu'un art de la corrélation soit réellement au service de la causalité? Ce n'est pas possible. Et c'est le principe de l'effet Kuleshov, démontré par Lev Kuleshov en 1921 ou 23, je ne sais plus. Alors, vous allez voir une succession de plans. Là, c'est une bonne soupe. Et à chaque fois, le même acteur, le même visage. Manifestement, il a faim. À l'évidence, il aime beaucoup cette dame. Et là, forcément, il est écrasé de chagrin. Et c'est ce principe-là, c'est-à-dire le fait d'attribuer une valence, une valeur, donner une interprétation de l'image B en fonction de la A qui l'a précédée, et ainsi de suite, qui est notre système, c'est-à-dire nous fonctionnons par anadiplose. 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, etc. C'est ça le cinéma. Vous avouerez que c'est un peu loin d'un paradigme scientifique. Je ne sais plus ce que j'ai mis là. Ah ben oui. Alors, à partir du moment où ce qui importe, c'est que les faits aient l'air réel, que la déduction fonctionne, eh ben, on a le suicide des lemmings, forcément. Est-ce que vous savez quand même que les lemmings ne se suicident pas? C'est Walt Disney, les studios de Walt Disney, et en particulier un réalisateur que ça a éclaté. Ils ont acheté des lemmings, si je me souviens bien, dans le Manitoba, pour les ramener dans un autre État du Canada et les balancer du haut des falaises. En plus, une variété de lemmings qui n'étaient même pas migrantes. Les lemmings, ceux qui migrent, ne se suicident évidemment pas. Ça n'existe pas, le suicide chez les animaux. Mais il arrive que leur population, tous les 5-7 ans, explose. Et donc, ils doivent migrer. Ils cherchent de nouveaux territoires. Et en cherchant de nouveaux territoires, forcément, ils vont dans des zones qu'ils n'ont jamais explorées avant. Et ils peuvent éventuellement tomber, parfois, à l'eau. Mais pas comme ça. Animals surge forward. Their frenzy takes them tumbling down the terraced cliffs, creating tiny avalanches of sliding soil and rocks, and seemingly indestructible lemmings. They reach the final precipice. This is the last chance to turn back. Yet over they go, casting themselves bodily out into space. Et ça a mis beaucoup de temps à être connu, et surtout, c'est devenu une légende urbaine. On a utilisé l'image du suicide des lemmings dans nos métaphores, etc., alors que c'est un fake. C'est un deep fake des studios Walt Disney. Je continue en regardant vaguement 2 papiers à la fois. Désolée. Et ça, c'est important aussi, c'est que contrairement à la recherche scientifique qui peut-être émet une hypothèse, mais ne connaît pas par avance le résultat, sans quoi ce ne serait pas de la recherche, ce serait éventuellement de la vérification de résultats, mais ce n'est pas la démarche en fait, d'exploration de la naissance. Nous, on connaît la fin, encore heureux. On connaît d'avance toute l'histoire. Nous la construisons et il faut que tout converge vers l'histoire que nous voulons raconter. Il faut aussi que rien ne vienne perturber notre récit. Donc, ce genre d'interview est totalement inexploitable. Alors, je ne sais pas comment augmenter le volume. Je ne sais pas si vous entendez suffisamment. Est-ce que vous voyez quelque chose qui augmente, là? Vous voyez un micro? Non. Bon. Ah. Alors, attendez. Déjà, il faudrait que je vois où est la souris. Ah, ça y est. Ensuite, je fais quoi? Parce que je vois rien, moi. Ah, voilà. Bah non, c'est bon.
Il est au max, hein. Ouais, bah alors je pourrais rien faire, je suis désolée. Alors, tendez l'oreille. Hein. Donc ça, c'est Sylvie Delpech, CNRS Orsay, chimiste nucléaire. Si elle veut bien. Ah, d'accord, merci. Le fluorure en lui-même n'est pas du tout explosif. Non. Bon, vas-y, mets une allumette. Hein. Non. Mais ça, c'est important de le dire aussi. Enfin, je crois pas. Tu m'inquiètes, là. C'est-à-dire une personne qui, d'un coup, est interpellée par son postdoc, je crois qu'il était d'ailleurs, et mais si, il me semble que ça prend feu, le fluorure, non? Non. Tu me fous un doute, là. Ça, si je le diffuse, mais les réacteurs à sel fondu, c'est mort. Hein. C'est mort. Alors que c'est vraiment un des grands cerveaux de la chimie des réacteurs à sel fondu. C'est une bête, Sylvie Delpech. Mais là, du coup, il y a une question à la con. Et non, elle ne connaît pas tout. Bien entendu qu'elle ne connaît pas tout. Et elle peut avoir des doutes à un moment donné sur un fluorure particulier. Oui, effectivement. Alors que ce qu'on attend, nous, c'est ça. C'est un truc bien cadré, bien lisse. Là, vous voyez les panneaux dont je vous parlais, là, les planques misères. Hein. Et ensuite, ce que ça donne hein, en tournage, enfin l'image. La morphologie indique un matériau très dense. L'échantillon saisi pourrait donc provenir d'une pastille de combustible nucléaire broyé. Il est non irradié, donc l'origine la plus probable, c'est une usine de fabrication de combustible. En résumé, la microscopie électronique fournit des informations sur la morphologie de l'échantillon. Voilà, c'était bien propre, bien clair, bien affirmatif, et il n'y a pas un postdoc derrière qui dit vous êtes sûr que là, l'échantillon, il n'y aurait pas du gadolinium qui dirait plutôt que ça serait je ne sais pas quoi? Eh bien non, c'est nickel. Et c'est nickel depuis longtemps. Là, c'est Saclay, tourné par les Américains dans le cadre de Atom for Peace. Donc, il y a un petit regard, à mon avis, un tout petit peu, je ne sais pas, méprisant de la part des Américains pour la recherche nucléaire française de l'époque. Je ne sais pas, comme une petite sensation. Mais en tout cas, regardez la mise en scène. Et on est, attendez, Saclay, c'est quelle année que je le retrouve? On est dans les années 50, hein, mais ouais, c'est que je le retrouve juste, je ne sais pas où il est, Saclay. Ouais, ben non, je n'ai pas la date exacte. C'est les années 50, je ne sais plus, 57, quelque chose comme ça de mémoire. Now almost complete, the cyclotron with 25 million volts at its disposal is expected to unlock many new atomic secrets, and one of the secrets is what happened to the man's belt. With a cyclotron, you never know, but with the expanding chain of atomic knowledge, it is safe to say they'll find out. Voilà, mise en scène, truc marrant. On ne sait absolument pas à quoi sert le cyclotron, pardon. Mais manifestement, il y a un aimant, c'est drôle, on balance et il trouvera à quoi ça sert. Soyons sûrs, soyons rassurés. La musique est triomphante. C'est oui, bon, oui, je ne vais pas rentrer dans le débat, sinon on commence à parler fusion nucléaire et tout ça. Non, ça va faire désordre. Et pareil, comme il s'agit de montrer un sous-marin nucléaire qu'on est en train de projeter, on ne peut pas le montrer, pas tout de suite en tout cas. Il faut d'abord convaincre la marine de mettre les fonds nécessaires pour le créer. Donc, on va expliquer ce qu'est la propulsion. Et on a donc l'inventeur, l'amiral Rickover, celui qui a souhaité mettre des réacteurs donc, nucléaires pour la propulsion des sous-marins, pour avoir des vrais submersibles, pas des trucs qui devaient remonter, faire le plein de diesel toutes les 5 minutes. Quoi. Et il crée une maquette. Une jolie maquette. Watch the control rods come out. As the control rods come out, the reactor starts, the water starts in circulating through here, the steam starts in going this way, drives the turbine, which drives the propeller. Et ça, donc, ce que vous avez vu, c'est ce qui a été diffusé partout. Sauf que je suis tombée sur les rushs.
c'est-à-dire ce qui n'a pas été utilisé. Et je vous demande de nouveau de bien tendre l'oreille. The lights are off again. The reaction starts. As you can see by the lights, no lights again. Et évidemment, pourquoi on ne peut pas montrer ça? Mais parce que si déjà la maquette ne fonctionne pas, vous imaginez le réacteur en vrai. Et c'est ces raccourcis-là, j'ai du mal à lire. 15 minutes, ok. Vous imaginez comment ça va être vécu, ressenti. Là, ouais, mais 15 minutes, on a démarré en retard de 15 minutes aussi, quoi. Et je vous montre, ça, ce sont mes propres rushs. Et j'avais demandé pour voir comment un vrai sel fondu, là, c'est vraiment un chlorure, non, c'était un fluorure, pardon, un fluorure chargé en thorium. Comment ça se solidifie à l'air libre après avoir été chauffé. Donc, je demande à Sylvie Delpech de me faire une manip qui n'est pas prévue, de le verser dans une boîte, dans quelque chose de transparent, quelque chose qu'elle a sous la main. Et ça donne ça. J'ai tout pété la boîte. Bon. Je peux évidemment pas diffuser ça, parce que de nouveau, vous imaginez, si ça fait péter la boîte, mais ça va faire péter le monde. Donc, je dois rattraper, parce que c'est important malgré tout qu'on voit que ça s'est solidifié. C'est le commentaire qui va rattraper le coup. Sur ces images, le contenant, une boîte en verre, explose sous l'effet de la chaleur. Mais le sel fondu, lui, ne bouge pas. Voilà. Et oui, parce que bon, il ne s'agit pas quand même de foutre le bordel. Le titre là, je crois qu'il n'a rien à voir. J'étais vraiment fatiguée. Je vous montre juste encore la question de la lumière. Et finalement, ce qu'on attend à la fin, c'est un storytelling. C'est une mise en scène. Ce à quoi on s'est habitué, c'est à créer une histoire. Là, on était au niveau de la préparation, toujours au JRC de Karlsruhe avec l'équipe de criminalistique dont nous avons une représentante là, planquée. Montrer comment, une fois qu'ils ont récupéré les échantillons, ils font également des prélèvements pour la criminalistique classique, là, du relevé d'empreintes. Évidemment, les empreintes, c'est les miennes, a priori, je dirais. Et s'ils les découvrent, c'est parce qu'on les a bien orientés, on a mis la lumière, etc. Là, on est en train de tester si on a la bonne lumière, etc. Et ça donne ça. Je vais maintenant vérifier s'il y a une empreinte digitale sur le flacon. Ah, je parie que oui. Oh, il est là. Non, lui, il joue très bien. Voilà, j'ai trouvé une empreinte digitale exploitable. Vu la qualité de l'empreinte, je vais la photographier et l'envoyer à la police, qui la comparera à sa banque de données pour voir s'il trouve une correspondance. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça engendre des contrefaits. Le premier contrefait, c'est une image de la science qui est bien droite, bien propre, bien sûre, bien une seule voix qui fonctionne, un seul récit, tout est carré. C'est l'image que le documentaire scientifique va donner au plus grand nombre. Vous allez vous décrocher la tête, faites gaffe. Va donner au plus grand nombre de ce qu'est la recherche, de ce qu'est la science. Et on a vu les contrefaits au moment de la Covid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une dissonance, parce que la recherche est en train de se faire, et évidemment, elle ne peut pas avoir immédiatement une seule réponse. On est en train de chercher. On est tellement habitué à une vision univoque, certaine, propre, définitive, par l'image que nous avons créée de la science, et nous, je parle de l'audiovisuel, un peu la photographie, mais surtout l'audiovisuel, qu'on est en désarroi quand tout à coup, ça ne colle plus. Je ne sais plus ce que j'ai mis là derrière. Tu mens, il ment. Voilà. Et pourquoi? Parce que le premier contre-effet, c'est que si on est tellement habitué à pouvoir montrer, à pouvoir créer de l'image d'une façon ou d'une autre, si tout à coup il n'y a pas image,
c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on nous cache quelque chose. Parce que sinon, on aurait de l'image, on est habitué. Planes go up, planes go down. What planes don't do is just vanish off the face of the earth. We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. How is it possible for an airline to disappear out of thin air? Someone knows the answer. Impossible. On doit avoir des images. S'il n'y a pas d'image, on nous cache quelque chose. The question is who? Voilà. The question is, what possible visitations has the U.S. government been keeping from the public? Caché. So we're going to see more of those sorts of videos, I think. Caché, voir. Caché, voir. Et alors le problème, c'est que si on laisse l'espace vide, on a ce retour en fait de l'invisible qu'on avait colmaté par l'image, eh bien, on laisse l'espace à deux façons de le remplir. Soit on va essayer de donner, je veux dire, dans les sciences de la nature, invisible, on est d'accord, ça n'a pas vraiment de sens. On est face à une hypothèse, on a une prédiction qui demande à être démontrée, le boson de Higgs, par exemple, qui a été une arlésienne pendant un bout de temps. Et dans ce cas, la visibilisation de cet invisible va être technique, elle va être en langage mathématique. Et elle sera médiée, mais pas de façon sensorielle. Elle restera invisible. Le boson de Higgs, ce sera un invisible pour le commun des mortels, mais il y a un Nobel qui l'a trouvé. Donc, il aura le visage du Nobel qui l'a trouvé. La notion, l'autre façon de gérer l'invisible, ça va être de faire appel à l'imaginaire. Et là, c'est la course à quel imaginaire ? Et je vais vous donner un exemple. D'abord en reprenant Nakache. Nakache, dans ses études sur la perception, en l'état actuel de la recherche, estime qu'on voit avant d'imaginer. Il faut avoir vu pour pouvoir imaginer. Et c'est ce que je disais hier soir à la table ronde de Netflix, c'est que si des craintes fortes se manifestent dans une population, c'est qu'il y a déjà un substrat qui les nourrisse, un substrat visuel, un substrat d'imaginaire préexistant. C'est ça qui permet d'avoir une éventuelle panique. On nous parlerait d'un truc qu'on ne comprend absolument pas, il n'y aurait pas de panique parce que nous n'avons pas le visuel qui va avec. Donc, quand on ne voit pas, on va essayer d'imaginer, un peu comme dans le noir, quand on est petit et qu'on voit des dragons partout. Et on va construire à partir donc de ce déjà-vu, de notre stock cognitif, et médiatiquement, de ce qui est disponible. Et là, un exemple, moi qui ai fait l'essentiel de mes films pour Arte, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'influence qu'a pu avoir le sociologue allemand Ulrich Beck quand il décrit dans ces termes, là je vais lire la traduction française, la société du risque. Je cite Beck, « Les menaces apportées par la civilisation donnent naissance à une nouvelle forme de royaume des ombres qui se cache derrière le monde visible et menace la vie sur cette terre. Aujourd'hui, on ne communique plus avec les esprits cachés des choses. On est exposé à des radiations, on ingère des substances toxiques et on est poursuivi jusque dans nos rêves par la peur d'un holocauste atomique. Il faut tout voir deux fois et seul ce dédoublement permet d'appréhender, de juger correctement. Le monde du visible doit être interrogé, relativisé, jaugé à l'aune d'une deuxième réalité dissimulée en lui. » C'est une vision très cinématographique, en fait, que propose Beck. Et elle va avoir énormément d'influence. Il continue. « On entend partout les murmures des toxiques et des polluants qui grouillent comme les démons du Moyen-Âge. Les hommes leur sont quasiment livrés pieds et poings liés. Leur invisibilité n'est pas un gage de leur non-existence, leur réalité se joue dans la sphère de l'invisible et elle donne à leur présence un espace quasi illimité. » Et donc, à la place des images sans peps des laboratoires, on a tout à coup un visuel, un imaginaire qui va nourrir toute une autre production documentaire, qui pour moi est aussi légitime que l'autre, mais simplement, voilà, il faut savoir de quoi on parle à ce moment-là, on parle de subjectif. Il play là ou il play pas? Ah, pardon. Toujours pas? Je repasse par la souris.
vas-y, mets une allumette. Hein. Donc ça, c'est Ulrich Beck, pardon. J'aime beaucoup cette photo parce que pour le coup, il a la main du diable juste derrière lui. Il s'en est même pas rendu compte. Et je suis désolée, je ne peux pas piloter, je ne peux pas accélérer, je ne peux rien faire. Mais voici un documentaire, Terre nucléaire, documentaire nippo-allemand pour Arte, sur le plutonium. Les principaux problèmes que l'énergie nucléaire pose à notre Terre se trouvent enchevêtrés dans la production et le commerce d'une matière particulièrement dangereuse. Une matière artificielle d'une puissance incontrôlable qui pollue notre monde pour des milliers d'années. Le plutonium. Et vous allez avoir toute une partie de la production d'Arte qui est de cette nature-là, dès qu'il s'agit justement de tout ce qui est invisible. Il y a vraiment cette préhension forte. Mais maintenant, je vais vous montrer en France. On est pendant la Covid et on s'est tellement habitué, comme je vous disais, à une seule voix qui dit ce qui est juste, qu'on ne supporte pas dès qu'il y a dissonance. Ça, c'est de l'argumentaire, franchement. Ça vole un peu trop bas pour moi. Franchement. Moi, je me mets au niveau de mon interlocuteur. Soit on arrête le débat là, il y en a un ou deux qui sortent. Voilà. Non, mais je vous le dis, ça suffit maintenant de dire qu'on n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Il y en a ras-le-bol. Je ne dis pas n'importe quoi. Non, mais arrêtez de vous donner des noms d'oiseaux. Arrêtez, c'est insupportable parce que nos politiques, ils prennent leurs décisions en fonction de ce que vous dites, vous aussi. Je ne pense pas que c'est en fonction de ça qu'ils prennent leurs décisions. Franchement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la dispute en fait portait, si je me souviens bien, il y en avait un qui disait il y a une deuxième vague qui arrive ou une troisième vague qui arrive, et l'autre, je ne sais plus ce que c'était son histoire. En fait, les deux voix pouvaient être entendues. Elles n'étaient même pas en clash en réalité. Je ne sais pas pourquoi ils se prenaient la tête. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de la journaliste. Elle ne supporte pas que deux experts de la Covid se foutent sur la gueule. Elle veut les arrêter. C'est des enfantillages pour elle. Or, quand je mettais le mot disputatio, c'était vraiment le cœur dans la scolastique au Moyen-Âge de la science, la disputatio. Le fait qu'il y ait un qui dise A, l'autre qui dise B, et qu'on analyse les arguments pro, contre, etc. Et là, non. Non, ça énerve les Français. On en a ras-le-bol. On ne veut pas. On est devenu intolérant, en fait, aux hésitations, à la recherche. Non, on veut de la certitude. Et alors, sur Deepfake, c'était la nuit. Je ne sais plus ce que je vous ai mis. Ah oui. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Did you know that you were picking a fight with academia? Because there are a lot of people that just don't want to hear this. You have been at the front of the line for decades, and you exposed me to a lot of these controversial ideas that have now been substantiated. Well, I'm Graham Hancock. I don't claim to be an archaeologist or a scientist. I am a journalist, and the subject that I'm investigating is human prehistory. Et vous voyez, le problème, c'est que quand on demande aux scientifiques de nous donner une seule réponse et pas deux, quand la science apparaît au grand public comme étant de cet ordre-là, une seule réponse, alors il y a la place pour restaurer la disputatio par la bande, nécessairement. Et ce sont eux qui la portent. Et qui la portent avec leurs arguments super fantaisistes, mais c'est parce qu'on a enlevé la disputatio qu'elle revient par la bande. Donc, avec cette création qui était censée être au service en fait, de l'image de la science, nous avons créé le monstre annexe qui vient refoutre de la zizanie, mais cette fois-ci, juste avec de la fantaisie du deepfake, tout ce que vous voulez. Mais là où on devrait entendre plusieurs voix scientifiques en train d'analyser, de dire « moi je le vois plutôt comme ça, moi je pense plutôt ceci », on laisse la place de cet argumentaire à des non-scientifiques. Et comme ils ont le chic en plus d'avoir un visage, de savoir se mettre en valeur,
de se filmer, d'être vociférant et de coûter beaucoup moins cher parce qu'ils se filment eux-mêmes avec leur iPhone que quand une équipe entière essaye de faire quelque chose dans un labo moche du GRC, ils gagnent. Ils l'emportent, en fait. Alors, par rapport au deepfake, je finis très vite. Pour moi, ma solution en tant que documentariste, c'est de restaurer un sens juste de la sincérité. Vous n'aurez jamais d'un cinéaste autre chose que de la sincérité. De la vérité, ça n'a aucun sens. Nous sommes subjectifs. La réalité, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est le réel, le real. Vous savez, real qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les bobines de films. C'est ça notre métier, le réel. Et la sincérité, en fait, c'est de remettre dans notre image de la science ça. N'est pas du tout explosif. Parce qu'en fait, ça la rend vraie, cette femme, d'avoir une hésitation avec son postdoc, de savoir qu'ils discutent tous les deux. Au fond, c'est quoi le bon truc? Je vais vérifier. Moi, ça me rassure, ça. Tout au contraire de m'inquiéter, ça me rassure. De la même façon que quand je filme la criminalistique, mais que je vois qu'au moment du swipe, c'est pas encore tout à fait au point, je trouve ça attendrissant et je mesure la difficulté que c'est. Alors que quand le geste est parfait, non. Neutron detector in there which picks up neutron radiation from outside. There is a gamma detector, which in this case is a plastic scintillator. System fault. System fault. System You're fired. You're fired. Okay. So this is how the system works. Voilà. J'ai fini.